Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de se retrouver sur lefosséen.fr ou sur Twitch, le compte Twitch du Phocéen pour dialoguer avec nous. Troisième émission de la journée puisqu'il y a eu l'OM au café ce matin. Il y a eu également le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League et là le talk show pour revenir sur la qualification de l'Olympique de Marseille et on va rentrer aussi tout doucement dans le Rennes Olympique de Marseille. Et je vois Romain Canuti qui est avec nous à la place d'Idriss Kasmi. Ouais, la bonne place. Hein, on va dire la bonne place, comme on dit la bonne paye. Salut Exactement. Slim, ravi de te retrouver. Et on a également Nordine qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau une nouvelle fois. Salut Bonsoir, Nordine. toujours un plaisir d'être là et bien accompagné, c'est toujours bien. Bien accompagné puisqu'on a Samir Daoud, grand supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Samir. Supporter, c'est déjà bien. Ouais, Bonsoir tout le monde. Grand Oui. par la taille. La aussi. taille un peu. Supporter grand, alors tu peux dire. Des fois un supporter suspendu. Je ne sais pas de quoi tu parles. Parfois. Tu ne mourras pas. Un indice pour vous, Tu ne chez vous en m'auras pas. région peut-être. Non, on va pas tout dévoiler. On va pas tout dévoiler, mais on va quand même commencer à dévoiler le sommaire de cette émission avec, on voit la première partie, l'OM est-il redescendu sur terre? Est-ce que cette défaite finalement est un peu plus inquiétante que prévu, Samir? Je pense. Réponse dimanche soir. Parce que tu peux plaider la thèse de l'accident pour hier. Peut-être trop de confiance ou trop de difficulté peut-être à comprendre dans quel contexte ils étaient. Je pense pas cela. Enfin, si dimanche tu reviens avec 3 points de Rennes, est-ce que tu diras que tu es redescendu? Non, finalement. Donc c'est la durée qui nous dira si on est redescendu ou pas. Vous, ce match-là, Nordine, toi, ça t'a inquiété du côté de l'Olympique de Marseille? Factuellement, oui, t'es inquiet quand à 3-0 les joueurs de Villarreal poussent et ont des situations et des occasions. Donc hier, c'était inquiétant, mais pas dans le cycle, parce qu'on fonctionne en cycle en football. Et le but de l'OM, c'était quand même de sortir de ces huitièmes de finale et de gagner les 3 matchs en championnat qui te faisaient espérer avoir une fin de saison plutôt excitante, avec quelques espoirs de te qualifier en Coupe d'Europe via le championnat. Donc ça a été fait, ça a été bien fait. Et au contraire, c'est bien que l'OM soit redescendu sur terre, c'est très bien. Ça me fait penser à un moment à l'équipe de France de Deschamps qui gagnait tout. Et sur le 3e match de poule, je crois qu'ils perdent ou ils font un match nul. Et Deschamps dit tant mieux qu'on ait fait la défaite ou qu'on ait fini la phase de poule comme ça. Ça montre qu'on n'est pas au-dessus et que les joueurs se remettront en question d'eux-mêmes. Je pense pas que moi qu'il y ait un excès de confiance sur le groupe parce qu'ils savent d'où il vient. Le groupe, des échos qu'on a un peu tous, c'est très bien qu'ils sont en forme en ce moment, mais que la saison, elle n'est pas exceptionnelle. Tu es quand même 7e de Ligue 1. Donc, factuellement, tu ne fais pas une très bonne saison. La forme est pas mal. Mais le match d'hier, il m'a inquiété sur le coup, mais avec du recul, je me dis, bon, tu t'es loupé, t'es passé, au final, tant mieux, t'es passé. Et je pense pas que ce match-là aura une incidence négative sur la suite de la saison ou sur le match face à Rennes. Si face à Rennes, t'es mauvais, je pense pas que c'est parce que t'as joué face à Villarreal. C'est parce que t'enchaînes tous les 3 jours. C'est parce que t'as peut-être pas un effectif exceptionnel pour enchaîner tous les 3 jours. Ça a matière à débat. Mais le match en lui-même de Villarreal, je pense pas qu'il aura une incidence mentale. Au contraire, tu finis sur un but qui te qualifie. Et au contraire, je pense que c'est plus du soulagement que de l'inquiétude qu'il faut avoir pour la suite. Ouais, on a aussi Jean-Louis Gasset qui a réagi après le match. Il a dit que l'OM était encore convalescent. On va l'écouter et après je te lance Romain sur Jean-Louis Gasset. Je savais aussi qu'en transition on pouvait avoir un ballon, on l'a eu au début de la deuxième mi-temps, qui aurait sûrement clos le débat et on a attendu la fin pour le faire. Ça veut dire que Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique, au niveau de la maîtrise de l'événement. On a fait un match sur 2. Voilà, on a réussi notre premier match, qu'on a gagné par 4 buts d'écart. Et aujourd'hui, on est arrivé à marquer un but à l'extérieur, en encaissant 3, mais en souffrant. Je savais aussi... C'est bien quand même d'avoir un coach qui peut te décrire le score. Donc, il te dit, tu vois, là, il y a 4, là, il y a 0. Après, il te dit, bon, là, il y a 3, là, il y a 1. Merci Jean-Louis. Non, il a raison sur le côté convalescent. Moi, il y a un truc qui me gêne vraiment parce que le lien de cause à effet va mettre quelqu'un dans une cible et j'aime pas faire ça, mais je ne fais qu'un constat là-dessus. Hier, sur le match, j'ai revu un peu un match à la Gattuso.
J'ai revu un match où tu mets 11 joueurs parce que tu mets 11... il y avait ceux-là, donc on a mis ceux-là. Et il y a un point commun entre les deux, c'est un joueur qui était titulaire à cette époque-là et qu'on revoit titulaire sur ce match. C'est Azzedine Ounahi. Donc j'ai pas envie de dire c'est Azzedine Ounahi qui fait jouer tous les autres mal, qui remet le truc, parce que c'est pas du tout ça. Mais quand même, je trouve qu'il y a un lien là-dessus, et que ce qu'on a vu de bien de l'Olympique de Marseille sur les derniers matchs, force est de constater que qu'il n'était pas là. C'est dans le sens où c'est pas vraiment orienté contre lui, mais c'est qu'il y avait d'autres joueurs qui montraient d'autres choses, et que là il manquait un peu. On n'a pas pu mettre en place ce qu'on voulait mettre sur ce match. Mais après, tu l'abordes aussi dans une condition particulière. Tu sais que moi, on peut me dire ce qu'on veut. Et les gars, il y a 0-0 au coup d'envoi. Non, il n'y a pas 0-0 au coup d'envoi. Tu le sais, que tu as gagné à l'aller, tu ne peux pas faire abstraction de tout ça. Si tu fais abstraction de tout, tu joues en Ligue des Champions tout le temps. C'est ce qui fait la différence. Parce que l'exécution technique, je pense qu'il y a 500, 600, 700, 800 mecs qui savent la faire. Après, la capacité à toujours vouloir donner le meilleur ou quoi que ce soit, il n'y a que des Cristiano Ronaldo, des mecs comme ça qui arrivent à se surpasser. Là, c'est pareil. Tu le sais que tu as gagné 4-0, tu n'arrives pas à te donner à 100%. Après, il vaut mieux être dans cette situation que l'inverse. Et comme l'a dit Nordine, le but de fin, ça change quand même grand-chose. On aurait marqué en début de match, on se serait dit, c'est bon. Et puis, ils auraient marqué 1 but, 2 buts, 3 buts. Je pense que la jonction de jeudi soir à dimanche, le match contre Rennes, ne serait absolument pas la même que ce que ça va l'être là, où tu finis vraiment sur une note positive. Oui, parce que même tu t'en avais parlé hier dans l'après-match, même tu avais dit si Aubameyang avait mis le but dès les retours des vestiaires, ça n'aurait même pas eu la même symbolique aussi que l'égalisation de Maintenant que c'est fait, on est content. Allez parler à ceux de Leverkusen, là, ils ont vécu le doublé de Patrick Schick dans les arrêts de jeu. Karabakh, c'est un truc, ça va peut-être les galvaniser pour la suite et compagnie. Ils vont se dire, une fois que tu l'as fait, une fois que tu es qualifié, une fois que tu es serein, tu peux réagir comme ça. Sur le coup, on va pas mentir, oui, on a eu peur. Après, c'est humain. Hein. C'est humain, ça veut pas dire que c'est forcément... Enfin, c'est excusable, oui, parce que t'es passé. C'est humain, mais il faut faire attention. C'est tout. Après, face à Benfica, je pense pas que tu seras dans cette configuration. On sait pas. Mais quand je dis c'est humain, c'est arrivé cette saison même en Ligue des Champions, Real Madrid, qui a fait un match à Leipzig. Bon, ils ont quand même assez subi, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont gagné 1-0. Et au retour, on a tous vu le match. Du relâchement, l'adversaire était pas mal et a su les tenir tête. Là, sur ce match, je pense, comme le dit Romain, c'est humain et c'est une qualité aussi de savoir jouer. Comme tu l'as dit, ces genres de match. C'est une qualité de se dire, on gagne 3-0, on a gagné 4-0 à l'aller, mais on va quand même les chercher haut. On va comme là, je pense pas que c'était le plan de jeu de Gasset. Mais moi, ce qui m'a un peu interpellé dans la gestion du match, c'est que le plan de jeu n'était pas de les chercher haut, mais même bas, tu n'arrivais pas forcément à le faire parce que l'adversaire s'est mis en confiance, tu l'as mis en confiance. Et tu parlais d'Ounahi, c'est justement des matchs où Ounahi, on veut quand même l'attendre. C'est-à-dire que tes coéquipiers sont en difficulté, mais combien de matchs moi j'ai vu d'équipes où tu as un joueur qui surnage ou qui est très bien, même si autour c'est catastrophique. Lui, le contrôle, il assure. La semelle, il assure. Il gratte une faute. Il arrive à s'orienter. Et après, c'est pas grave. Tu grattes une faute, tu grattes un truc. Tu vois, tu as des joueurs, désolé, on est Marseillais, mais je vais prendre l'exemple de Verratti, le joueur parisien. Verratti, quand il était à Paris, il y avait des moments où Paris était en difficulté, mais par sa capacité à garder le ballon, c'est pas le même niveau de joueur, on est d'accord, il arrivait à faire monter le bloc, à faire garder l'équipe. Et là, Ounahi, il a même pas réussi. On attendait un minimum qu'il n'a même pas fait. Et du coup, bien sûr qu'autour c'était pas bon, mais lui du coup il a pas permis à l'équipe de s'élever, mais lui il a pas sa place dans l'équipe. Verretou a sa place, Kondogbia a sa place, Ndiaye est en train de prendre sa place. S'il veut gratter des minutes, c'est dans ces matchs là il montre agacé. Il a pas montré encore une fois, et du coup tu tires l'équipe vers le bas, tu perds des ballons, et au milieu c'est pas le seul, c'est pas le fautif, mais moi si je parle pour lui, Kondogbia et Verretou ils savent qu'ils vont jouer dimanche, alors que lui il est pas sûr de jouer. C'est vrai, ça. Là en plus ça a été le Phocéen le moins bien noté du match hier. Est-ce que vous pensez que là ça y est, il a grillé son dernier joker Non, il va jouer, il va 12e, 13e. Sur le match d'hier, j'ai trouvé les notes, j'ai vu les notes, j'ai vu l'après-match. Un petit peu dur, dans le sens où effectivement il fait pas un bon match, et il en a fait très peu de bons. Maintenant, est-ce que Kondogbia fait un bon match hier ? Ah non, mais les trois sont pas bons du tout hier. Verretou, pas top non plus. Donc, effectivement, ça met en lumière le fait que ton banc n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il devrait être, et que dès qu'il te manque un ou deux titulaires, c'est très compliqué
de garder la dynamique dans laquelle tu étais jusqu'ici. Maintenant, mettre tout sur le dos d'Unai, je trouve ça pas forcément juste, parce que je te dis, je suis pas certain qu'avec un autre joueur, on aurait mieux joué hier. À mon avis, il y avait un souci mental chez tout le monde, et notamment chez des leaders. Moi, un mec comme Kondogbia, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a du vécu dans le football, en Coupe d'Europe, donc j'attendais beaucoup plus de lui. Et à la limite, je vais même te dire que j'ai préféré ce qu'a proposé Unai, même s'il y a du déchet, même si c'est pas bon, mais au moins qu'essayer de faire des passes vers l'avant, là où un Kondogbia, c'était que de la passe en arrière. Même sur les duels, je n'ai pas trouvé excellent. On peut les mettre dans le même panier. Ouais, Non, parce qu'on a tendance souvent chez les supporters à dire si lui il n'est pas bon, voilà, ça veut dire que lui il a été bon. On m'a fait la remarque, j'ai parlé d'un joueur, lui il est... Non, on peut mettre les deux, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi sur Kondogbia. Je veux dire, c'est que j'aime pas trop l'idée de la tête de Turc en disant voilà, c'est sa faute à lui et qu'à lui. Non, hier, il y en a beaucoup qui n'étaient pas à la hauteur. Unai n'est sûrement pas à sa place à l'OM parce qu'il y a un souci technique, mental, peu importe. Mais sur le match d'hier, je ne suis pas sûr que ce soit lui la clé, le nœud du problème. Moi, je le pense un peu. Et je trouve que Verretou a fait un match très mauvais. Kondogbia a fait un match très mauvais, on est d'accord. Mais je me dis, si tu mets hier Verretou, Kondogbia avec Jean Onana, et Jean Onana... D'accord, c'est pas Sergio Busquets, c'est pas machin. Mais je me dis, tu as Jean Onana, tu as une organisation un peu différente où les mecs savent qu'ils vont pouvoir s'appuyer sur Jean Onana, alors que là, ils savaient très bien que Unai, ça allait être ballon perdu à chaque fois. Et du coup, ils jouent pas pareil. Et je pense que, alors, c'est le bénéfice du doute, hein, on saura jamais. On saura jamais. Mais j'ai quand même cette impression-là et je suis curieux de voir. Mais comme tu l'as dit pour le résultat et au final, sur la dynamique de l'équipe, on le saura à Rennes. Je pense qu'à Rennes, désolé, je spoil un peu le coach, c'est nous, mais il n'y aura peut-être pas Unai dans l'équipe. Peut-être pas, on verra. On ne sait pas. Et il y aura par contre Verretou et Kondogbia, peut-être. Donc du coup, dimanche soir, on verra bien si c'était la faute d'Unai ou pas. Même si... Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être la faute d'Unai, tu peux être capable de plus. Mais on passe, ça prouve aussi juste la valeur de Villarreal. Parce que j'ai beaucoup entendu ça va, ils affrontent le 13e de Liga ou quoi que ce soit. Donc, on affronte le 13e de Liga quand c'est pareil que sur la Real Sociedad. C'est ce qui fait l'histoire de l'OM. Au stade un peu unique. Mais il n'y avait pas la même équipe quand même de Villarreal à l'aller. Oui, mais parce qu'on a réussi aussi à créer ça avec le stade, on a réussi à les intimider. Je suis désolé de faire ce parallèle. Leipzig, tu les gagnes 5-2. Bon, ça va, c'est Leipzig en face. On était plus concentré sur la performance de l'OM que Leipzig. Tu te rends compte des années après que Leipzig, ils ont continué à faire des résultats en Coupe d'Europe, que leur charnière centrale à ce moment-là, c'est la charnière actuelle titulaire de l'équipe de France, Upamecano et Konaté, qu'il y avait des mecs qui ont été vendus 60 millions d'euros. Enfin, tu te rends compte qu'en fait, cette équipe-là, il y avait un truc. Villarreal, sans dire c'est le nouveau crack l'année prochaine, ils gagnent la Copa del Rey, c'est pas ça. Mais tu as battu une équipe de valeur, une équipe qui a sorti le Bayern il y a 2 ans en Ligue des Champions. Enfin voilà, C'est après, basiquement, Gasset l'a dit. Basiquement, il a dit on est en convalescence. Donc tout ce qu'on est en train de dire, là, tu parlais d'Unai, tu dis que c'est pas seulement lui. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que même des joueurs, il a raison. T'as raison, des joueurs comme Kondogbia, hier, ce qu'il doit faire, c'est un peu, voilà, tu mets un petit taquet, tu restes au sol de temps en temps, tu mets le ballon en touche, tu traînes le ballon dans la main, tu prends un jaune à la 60e. Il faut être sale des fois, il faut gagner salement. Il faut gagner des fois, désolé du terme, mais comme un crasseux, des fois, il faut gagner en te roulant, en truc. Le seul qu'il a un peu fait, c'est Paul Lopez. Il a gagné du temps dès le début. Il a essayé. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est que c'est facile. Moi, je suis là au studio, c'est tranquille pour moi. Mais ce qu'il faut faire dans ce genre de match-là, c'est à la fois gagner du temps, truquer avec l'adversaire, parler avec lui, mais quand tu as le ballon, mettre du rythme, essayer de chercher, essayer de gagner. Et là, hier, ils n'ont pas joué pour marquer. Ils n'ont pas joué pour mettre le score. C'est ça le problème. Un souci tactique ou moi, je pense techniquement, très bon ballon qu'il a, où l'équipe a un déséquilibre. Mais de lui-même créer le déséquilibre, faire la différence, j'ai un peu de mal parce qu'il a quand même quelques lacunes techniques. Donc c'est vrai que l'association Sarr-Ndiaye et le changement en cours de match où Ndiaye sort, j'ai l'impression que ça a été compliqué pour l'équipe. Ça. C'est vrai que c'est... Mais tu vois, moi il y a un truc, et c'est exactement ça par rapport à ce que tu dis ou par rapport au fait d'être en convalescence. Je me dis, on est quand même pas mal. Là où je vois que c'est pas mal, c'est à Ismaïla Sarr. Parce que là, il était dans un rôle où limite, c'était on te balance des ballons, fais-nous quelque chose. C'était notre plus gros danger. La tactique, c'était... Il y a Issa Mandi, il est en fin de course, je suis algérien, donc il est nul, c'est fini pour lui. Donc en gros, vous jouez dans son dos,
et on envoie une flèche. Voilà. Moi, je pensais que tu allais vraiment intervenir de manière sur la capillarité d'Aïssa Mandi, parce qu'il y a aussi peut-être à y redire. Enfin, là, pour le coup, Samuel Gigot aussi. J'ai trouvé qu'il y avait des. Samuel Gigot, effectivement, il y a des choix. Mais Ismaïla Sarr, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette position où limite, il devait être le leader d'attaque et compagnie, normalement, Ismaïla Sarr, dans notre schéma de jeu, c'est le joueur bonus. Ouais. C'est sur le côté dans une position libre, et jusqu'à présent, ce qu'il nous a fait là, dans un truc où il n'était pas du tout bonus, il n'a pas été bon, on est d'accord, mais je l'ai vu suffisamment en confiance pour prendre des initiatives à un moment donné, pour prendre un peu le truc sur ses épaules. Je me dis que le Ismaïla Sarr d'il y a quelques semaines, quelques mois, dans cette configuration-là, il n'y a personne, hein, c'est la tortue qui rentre la tête, on ne voit rien. Iliman Ndiaye, pareil. Donc là, je trouve qu'on est quand même dans une bonne disposition, on n'est pas redescendu, pour moi, on est encore un peu sur notre petit nuage. Ouais, petit nuage, et en plus on va continuer à l'être puisqu'on est qualifié pour les quarts de finale, et on va parler justement de ce quart de finale à 13h, le Benfica Lisbonne. On est tombé sur le Benfica. Tu l'avais Lisbonne. prédit. Et je l'avais prédit, c'est vrai, dans l'émission de l'OM au Café ce matin. Merci Romain de rappeler ça. Et on voit le tirage au sort complet avec Milan AS Roma, Liverpool Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen et West Ham, et Benfica Olympique de Marseille. On le rappelle, Benfica, on se déplacera à Lisbonne le 11 avril, et on recevra Benfica le 15 avril au stade Vélodrome. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. 11 et 18, du coup, tu as dit 11 et 18, oui, excuse-moi, parce que 11 et 15, ce serait un peu trop rapproché. Déjà, votre avis sur ce tirage-là, est-ce que c'est plutôt un bon tirage, Nordine ? C'est le moins mauvais que tu pouvais prendre, parce que tu as quand même de très fortes équipes. On ne va pas présenter Leverkusen qui fait une grosse saison en Bundesliga. Tu peux te dire, peut-être si tu les avais joués, peut-être qu'ils auraient peut-être tourné 2-3 éléments, mais même avec 2-3 éléments en moins, ça aurait été très fort. Liverpool, c'est injouable. Atalanta, c'est une très bonne équipe, mais bon, t'aurais pu aussi, on va dire qu'Atalanta et Benfica, mais après c'était quoi ? C'était Liverpool, c'était Leverkusen, et c'est qui le dernier ? C'est AS Roma, Milan. Et West Ham, qui est, même s'ils sont dans le ventre mou de Première Ligue, c'est quand même plus fort que toi. Donc je pense que c'est... 7e, hein. Ouais. 7e, West Ham. Ouais. 7e, donc du coup, moi je trouve que c'est un très bon tirage, et le fait de recevoir pour le match retour, c'est aussi une très bonne chose. Benfica, c'est pas une équipe qui a enchaîné cette saison. Elle a pris un carton 5-0 face à Porto. On va dire, ça peut se comprendre. C'est une équipe qui a du mal à enchaîner cette saison. Donc, du coup, à faire d'une série de 3, 4, 5 victoires, là, ils ne sont pas dans une grande forme. On a vu dans les précédents tours. Moi, ce que j'ai constaté de cette équipe, c'est qu'elle concède quand même beaucoup d'occasions, et elle prend des buts. Donc il y aura matière à enflammer le match, à faire quelque chose. Hier, aux Rangers, ils se qualifient 1-0, ils devaient gagner, ils l'ont fait, mais c'était pas un match très facile pour eux. C'était un peu bourbier dans la pluie, tu connais le classique schéma écossais. Et le tour d'avant, le match aller, c'est 2-2. Tu as le tour de barrage face à Toulouse, où on a vu aussi que Toulouse a tenu tête. Évident. Donc il y a quelque chose à faire, et c'est une équipe, comme j'ai dit, qui concède, qui a des gros temps faibles. Il va falloir jouer dessus, et je pense qu'il y a matière à les faire vaciller. Ouais. En fait, la saison de Benfica, moi j'aime beaucoup leur entraîneur, technicien allemand, Roger Schmidt, qui avant était au PSV et qui faisait du très bon boulot. L'an dernier, ils ont fait vraiment une très très grosse équipe, finissent devant Paris en Ligue des Champions, dans leur phase de poule. Cette année, ça se dérègle un peu, j'ai l'impression que le coach est un peu moins suivi. Et c'est dû à une chose, c'est qu'ils ont recruté Angel Di Maria. Lui, c'est un adepte, comme tous les coachs modernes, de toute l'équipe joue, le GNG pressing, le machin, vous êtes des morts de faim. Quand tu as Di Maria à 35 ans, Di Maria, il te dit « Coco, je fais un peu ce que je veux ». Et du coup, j'ai l'impression que ça met un peu à mal son autorité. On le voit dans le management global de cette équipe, mais ils ont des individualités. Antonio Silva derrière. Troubine, je le redis, je pense qu'il va falloir vraiment... on va voir ce goal-là, ça va être pénible, la cage va paraître très petite. Ils ont quand même ces 2-3 mecs, puis toujours Di Maria. Je rappelle que la dernière fois qu'on a croisé Benfica, on se fait sortir, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Ben Arfa qui lui met des chassés et il se fait expulser à la fin. C'était déjà Di Maria, hein. C'était déjà, lui il était au début du truc. Puis après on l'a revu 2-3 fois, il est venu 2-3 fois au Vélodrome, je ne sais plus avec quelle équipe, il a mis quelques buts. Bon, enfin bref. C'était les mêmes circonstances en plus. On avait été à Benfica. On était en 8e. C'était 8e par contre, mais c'était à Benfica 1-1 et 2-1 on avait perdu au Vélodrome. Et c'était une joie intense de la part de Maxence Volpe de nous savoir éliminés.
Parce qu'il se disait derrière, Et de Didier Deschamps. c'est voie libre pour le... Et Didier Deschamps aussi. C'est voie libre pour le championnat et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai envie de te dire, si on se fait sortir par Benfica, mais que derrière il y a le même scénario, on joue le titre. On joue le titre. C'est bonne nouvelle. Bon alors, tu sais quoi, vas-y Angel, continue. C'est vrai ce que tu dis sur l'effectif de Benfica. Je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat aussi qui nous rappellent que l'effectif de Benfica est de qualité. Je vois chez Yengo qui dit comparer l'effectif de Benfica à l'OM et vous verrez. Vous pensez qu'on est pas favori sur ce match-là, honnêtement ? Il y a une culture européenne quand même d'un autre calibre que la nôtre, je pense. Donc non, il faut se méfier de tout le monde. Après, tu arrives en quart de finale d'une Coupe d'Europe, il n'y a que des bonnes équipes. Il y a soit des grands favoris, soit des outsiders qui ont fait de très bons matchs. Donc dans tous les cas, ça ne pouvait pas être facile. Tu échappes à quelques monstres. Tu tombes sur une équipe effectivement qui n'a pas une saison qui est extraordinaire, mais qui ici parierait sa maison qu'on passe. C'est comme deuxième à un point du premier, qui le premier a lui un match en retard, c'est vrai, en Liga portugaise, mais oui, c'est vrai que... En vrai, moi, ce qui me plaît beaucoup par rapport à nous, c'est que le match, tu l'as dit, le match aller, c'est le 11 avril. Le 11 avril, on aura fait le déplacement à Rennes, la réception de Paris, le déplacement à Lille. Tu te souviens dans mon truc, je t'avais dit, dans mon petit schéma, tu sais, le fameux là, tu prends 3 points. Bon, là, ce que tu voulais pas faire en plus au départ. Ce que je fais jamais et dont je me moque à chaque fois, mais comme quoi on est tous face au truc. Je me dis là, tu as ces 3 équipes quand même, Rennes, Paris, Lille, c'est assez costaud. Je me dis, une fois que tu as passé ces 3-là, tu regardes un peu où tu es au classement, où les points qui te manquent, parce qu'après, ça va être beaucoup plus simple. Donc on aura tu vois, un schéma, je pense, un peu plus clair au moment d'aborder cette rencontre sur nos priorités, nos ambitions. Ça veut bien sûr dire que de toute façon, tu te retrouves à 2 points de la 3e place, imaginons, ou 10 points. Tu aborderas toujours ce match de Benfica, envie de gagner. C'est un quart de finale de Coupe d'Europe. On a beau dire, on a beau faire. Une fois que tu seras face au match, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe. Tu vas être là, tu vas te dire, bon, on va le jouer. Mais sur le papier, si tu as le malheur de chuter, de tomber les armes à la main, il n'y a pas de honte, quoi. Après, pour répondre aux viewers, là, sur le chat qui dit parcours, il y a une histoire, c'est pas mal, mais quand même, d'être arrivé en... Je dis pas que c'est pas fini, au contraire, je suis dans l'esprit positif, mais d'être en quart de finale, dans cette position, où tu joues Benfica, tu te dis qu'il y a moyen quand même de les éliminer, même si le tour d'après, peut-être Liverpool, pas Liverpool. C'est bonus. Là, c'est un kiff pour tout le monde. En fait, comme je disais, ça manquait d'histoire à l'OM. Une histoire où voilà, tu t'accroches à quelque chose. Sur cette saison-là ou non, globalement, ces dernières années, tu vois, tu avais une histoire en Ligue Europa. Là, tu as un peu ce truc-là avec Sampaoli qui s'est qualifié, mais bon, au final, il part. Donc, tu vois, tu t'attaches à rien, en fait, de ces dernières saisons à l'OM. C'est dur à ce que je vais dire, mais tu t'attaches. Moi, je ne m'attache pas forcément à des joueurs, mais je ne t'attache pas à un effectif parce que le temps que tu t'attaches, les joueurs ne sont plus là. Tu t'attaches à un entraîneur, il n'est plus là. Tu veux t'attacher même à des performances, mais du coup, l'année dernière, tu t'es attaché au groupe, boum, tu as la coupé sous le pied avec la défaite face à Annecy. Donc, tu vois, tu n'as pas une histoire là cette année. Il y a un peu une histoire. Bon, c'est vrai, la saison est mal commencée, etc. Mais là, tu prends Gasset, il change l'état d'esprit de l'équipe et le jeu aussi. Là, tu joues en quart de finale. Franchement, ça fait plaisir d'avoir ces discussions-là, de te dire, bon, on a une série Lille-Rennes, Paris, Rennes, Paris, Lille, et avec le quart de finale comme Benfica, franchement, il faut le prendre positivement. Vous pensez qu'on a l'effectif pour justement jouer sur les 2 tableaux et jouer cette période-là qui va être importante? Tu as peur le schéma année Courbis, en gros, que genre on jette un peu nos forces dans les deux et que ça... Et après tu finis... l'effectif, non. Sachant que ça, c'est une légende. Enfin, je trouve que c'est une légende dans l'histoire de l'année Courbis. Toi, tu trouves... Non, mais enfin, je suis désolé, je vais faire l'ancien, mais tu trouves que c'est un manque d'effectif, l'année Courbis? Tu gagnes pas contre Toulouse. Tu penses que c'est un problème d'effectif? Non, moi je pense que dans les 5 dernières journées, tu n'as qu'une victoire. Et alors, ne m'oblige pas, parce que malheureusement, je l'ai vécu. C'est-à-dire, Roland au téléphone qui t'explique et qui te fait les 25 minutes. Bon, on finit à Bologne. Là, il faut qu'on prenne l'avion pour aller à Lens. Je l'ai eu. Okay. Je l'ai eu. Effectivement, et c'est vrai que tu peux pas t'empêcher d'observer que cette année-là, Bordeaux se fait sortir en quart et qui marquent, eux, ils ont un peu plus sur la fin. Oui, mais enfin, je trouve, alors je sais pas si c'est que français, je déteste le truc, c'est très français, mais je veux dire, c'est très français.
de tout le temps mettre la Coupe d'Europe comme une espèce d'obstacle à la performance en championnat. Je pense aussi que ça te met dans de bonnes dispositions et que plus tu gagnes de matchs et plus tu es bien, tu crées une belle histoire justement avec ton public. Voilà, j'ai envie de... Il n'y a que ça qui nous donne des émotions. On a une saison qui est très compliquée. On n'a parlé que d'extra-sportifs depuis le début de saison. Là, depuis l'arrivée de Gasset, on se remet à avoir un peu de football, on est content. Moi, j'ai pas envie de me poser la question de savoir si on a assez de joueurs ou pas. Jouez, faites-vous plaisir. Au pire, il y a 5 matchs en plus. Hein. Après, c'est Bah, justement... Non, mais justement, ça va être une gestion, parce que moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que faut arrêter de... Tu qualifies le classique, tu te qualifies en Coupe d'Europe et quand il y est... toute l'année, en fait, mais on on se joue tous les bat. 3 jours. Je suis d'accord avec toi. Mais après, factuellement, si dans ton effectif, tu as des joueurs de plus haut niveau que d'autres, Oui, Vertou ça, je suis et d'accord Onana, avec c'est toi. pas Mais les là- mêmes joueurs. Et si tu enchaînes tous les 3 jours, au bout d'un moment, ce qui va compter, tu dis Toulouse, tu as des matchs faciles en championnat où tu vas mettre ton équipe 2, mais une équipe, une à fond. On prend l'exemple de, je sais pas moi, de qui tu veux en Ligue 1, allez, Toulouse, on garde Toulouse. Tu prends l'exemple de Toulouse en Ligue 1 qui sont à fond face à une équipe un peu remodelée de toi avec des joueurs qui sont pas énormément en confiance. C'est là que la différence se fait. C'est pour ça qu'il y a toujours ce débat en championnat. Oui, mais on joue Paris que 2 fois. Comment il n'y a pas 6 points d'écart à la fin de saison. Mais les remplaçants de Paris sont capables de mettre 4-0 pendant 5 journées à toutes les équipes du championnat. Pendant que toi, tu vas mettre des joueurs un peu moins en confiance, techniquement et mentalement. Et du coup, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça que je suis partagé avec ce truc-là. Pour moi, il faut tout jouer à fond. Voilà. Mais il faut prendre en conscience en note l'effectif. C'est pour ça que Gasset, c'est lui qui va un peu, il va faire un peu un travail d'orfèvrerie avec l'effectif. Cas pratique, on va pas faire les émissions avant, mais entre les 2 matchs de Benfica, tu auras la réception de Nice. Donc, est-ce que tu te diras le match le plus important de la semaine, c'est Nice? Évidemment que non. Tu auras un quart de finale Coupe d'Europe, Oui, tu vas jouer Benfica. Mais en fonction du résultat de Benfica, après là, on aura l'avantage d'avoir les deux matchs, le deuxième et le troisième match, pardonnez-moi, là sur cette série de 3, donc les 2 Benfica et Nice. Les 2 derniers, ça sera 2 fois à la maison. Ouais, mais quand on a 2 matchs d'affilée à domicile, c'est compliqué. Non, mais moi, les différences limitantes, ça me tend un peu. Ouais. Donc, il faut jouer tout à fond. Alors, je sais qu'on peut pas tout gagner. Je ne me mets même pas en Non, tête mais je qu'on pense va gagner que toi et moi, on dit la même chose. Désolé, je t'interromps. On joue à fond, mais il faut être intelligent. Non, mais tu vois, dans le je comprends ce que turnover, tu veux dans dire. comment tu gères le truc, tu vois. Il faut. Mais attention, Hier, on a géré. Non, mais par hier, exemple. c'est vrai que le match d'hier t'a montré que t'as pas un banc extraordinaire. Ça, je suis d'accord avec ça. Il y a pas. Mais déjà en championnat, t'as plus d'effectifs, puisqu'il y a des joueurs qui ne sont pas inscrits sur la. Bien sûr, t'as la pas liste de gay, de- t'as bien voilà, sûr, de bien Coupe sûr, d'Europe. t'as raison. Donc t'as moyen peut-être de tourner un petit peu plus avec des joueurs qualitativement, je pense, qui sont un peu au-dessus de ceux qui étaient là hier. Et puis je te dis, une fois que tu es lancé dans une dynamique qui est positive, j'ai envie de croire que le stade donne aussi cette force-là aux joueurs. En plus, c'est plus facile en fin de saison quand t'as Voilà, j'ai envie d'y croire. on va dire, tu Voilà. forces un bon coup et. Eh ben, on va y croire. Ouais, on va y croire. Il y a un petit D'accord. point que je voulais aborder aussi avec vous parce qu'il y a le classement UEFA là, qui est tombé. Ah. Et on a grappillé des petites places. On vient de dépasser d'ailleurs Lyon. Lyon a ce classement-là. T'as 10 places, je crois, non? T'as gagné 10 places, je crois. Ouais, mais on est à égalité de points avec Lyon, mais on les dépasse parce qu'on fait un meilleur parcours qu'eux. Ils ne sont pas. Ouais, ils sont pas. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas. Est-ce que aussi c'est pas signe que là, l'Olympique de Marseille, parce que on a beaucoup entendu l'OM régresse aussi sous Longoria. Est-ce qu'on a finalement c'est pas signe qu'on progresse avec ce président? Non, moi je trouve que tu as fait. Retrouve les dernières fois que tu avais fait 2 podiums d'affilée. Alors tu vas me dire, ça sert à quoi de finir sur le podium si à la fin on se qualifie pas en Ligue des Champions? Et c'est tout le problème de la saison dernière, mais ça n'était pas arrivé depuis les années Deschamps. On a des participations en Coupe d'Europe. Il y a 2 ans, c'était demi-finale de Conference League. Là, tu es en quart de finale d'Europa League. Donc, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est bien de se regarder ça sur ces années-là. Et moi, je dis qu'il en restera quelque chose. Il faut regarder aussi ce qui reste pour la saison prochaine, les perspectives, les capacités dans ton effectif. On fait de moins en moins appel à des prêts. On a, on a un capital joueur qui est censé augmenter. Encore faut-il que certains joueurs répondent aux attentes. Là, maintenant, on se pose moins de questions sur Iliman Ndiaye, sur Ismail Assar. Mais en début de saison, on était quand même à se dire qu'on n'était plus très loin de l'accident industriel et qu'on allait repartir de rien du tout. Donc l'équilibre reste fragile. L'équilibre reste trop fragile et on verra du coup pour le quart de finale. Donc si on fait un petit tour de table, est-ce que vous êtes plutôt quand même optimiste pour la qualification de l'Olympique de Marseille? Moi, je suis
Je me dis que ça peut se jouer sur le côté domicile, le côté galvanisé à domicile. Nordine. Pareil, les deux matchs vont être importants, c'est très basique ce que je vais dire, mais le retour, voilà, si tu arrives, franchement, si tu arrives où tu es mené que d'un but au retour, il y a matière à faire une très grosse soirée et à retourner le stade. Je suis plutôt positif, franchement, ouais, pour la qualif. Toi aussi, Samir, plutôt positif? J'ai envie d'y croire, ouais. Un but de la main. Non, mais de toute façon, avec la VAR, il n'y a plus d'erreur, c'est bon. Ah bah non. non. Attention, il a dit que c'était pas une erreur. Ah, mais je suis anti-VAR, c'est pour ça. L'arbitre nous dit que c'est pas une erreur. L'arbitre de la Menvata dit que c'est pas une erreur. Ah oui, je pensais que tu parlais de l'arbitre d'hier aussi. Ah non. Parce que la main, moi j'étais sur Benfica, la Menvata, moi j'étais sur ça. Et si on ressortait l'arbitre, c'est pour le clin d'œil. Ah ouais, le coup d'envoi. Bon, on aura le temps de revenir de toute façon dans les semaines qui suivent sur ce quart de finale. On va passer au match qui nous intéresse, au match de dimanche à 17h05. Notez bien, nouveau rendez-vous, nouvelle heure pour l'Olympique de Marseille qui a l'habitude de jouer à 21h. Ça sera contre Rennes. Rennes Olympique de Marseille, ça sera notre troisième partie. Rennes Olympique de Marseille, voilà le match qui nous attend la semaine prochaine, dimanche qui arrive. Dis-moi. Cette montre, toujours... Ok. Fais gaffe parce que tu vas commencer à me fâcher avec ma copine. Non, c'est un cadeau en plus. Non, on lui a fait un cadeau. On va raconter l'histoire. Raconte. J'ai pas suivi. Il a eu le plaisir, la chance de recevoir une montre à Noël. Très bien. Et à chaque fois, je lui dis tiens, c'est. Et à chaque fois, non, en fait, il met l'ancienne montre. Je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, il y a un truc à réparer sur la montre et je ne suis toujours pas allé là. D'accord. Fais attention. Et l'autre jour, elle est tombée sur la vidéo de Romain qui disait t'aimes pas la montre. Ouais, tu vois. J'ai passé un sale quart d'heure. C'est vrai. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, tu le vois pas passer parce que tu n'as pas la. Bon, bref. Fais attention, toi, quand même. Il est très fort. Je pense pas que ça intéresse vraiment le chat, la montre de Slim, mais on va passer. Détrompe-toi, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour ça, parce que j'ai reçu beaucoup de messages suite à l'épisode de la table d'hier, la table sur laquelle je suis posé. Ouais, voilà. c'est pas Vous avez définitif. diffusé des images ou pas de la table? Non, je pense pas. Okay. Mais du coup, je peux témoigner du coup auprès des gens. Par respect, on la mettra pas quand même sur les réseaux. Voilà, par respect. Mais non, mais c'est pour dire que voilà, ces petits épisodes là, j'ai plein de gens qui m'ont dit c'était la meilleure troisième mi-temps et compagnie. J'ai reçu plein de messages parce que justement, c'est ce qu'on fait vivre aussi et c'est ça le live et on est tous ensemble pendant des heures toute la semaine et c'est un épisode en fait. On suit le talk, les émissions du Phocéen comme une sitcom et du coup, tu as des personnages, tu as aussi des péripéties et c'est bien de suivre ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt d'accord parce qu'il y a El Paseo qui met un message d'ailleurs Kanichi, on s'en fout de tes histoires. Est-ce que toi tu les as vus jouer là dernièrement Rennes? Moi je les ai vus jouer, c'est une équipe assez régulière c'est une équipe qui te ressemble, non, parce que toi tu étais régulier dans la médiocrité pendant très longtemps avec Gattuso et tu étais très bon depuis quelques semaines, donc au final non, mais eux dans le même match sont capables d'avoir un temps faible de 30 minutes où tu comprends pas la défaite face à Lorient qui est assez incompréhensible. C'est un match quand même où c'est assez imprévisible comme style de match parce que l'OM, on va dire, n'est pas, sort d'une défaite, mais on va dire n'est pas très sûr de sa force malgré la série. Et cette équipe de Rennes à domicile est très chiante. Donc, faut voir, mais je suis quand même positif. Tu vois, c'est pas le grand Rennes. Ils ont fait une bonne performance face au Milan. J'ai entendu toute la semaine. Contre Paris aussi en championnat. Ouais, contre Paris, il y a le match nul où Gonzalo Ramos obtient un penalty assez généreusement à la dernière minute. Mais cette équipe de Rennes, je pense qu'on en a trop fait sur le match face au Milan AC. Parce que le Milan AC est arrivé, comme toi hier, tu arrives face à Villarreal. Donc je pense qu'on en a trop fait sur cette victoire. Et qu'au final, c'est une bonne équipe de Ligue 1 que tu dois battre si tu veux jouer les top 5. Tu dois les battre ce dimanche. Mais tu peux mettre 2, tu peux même en mettre 3. C'est une très bonne équipe qui a des bons joueurs. Mais désolé du terme, mais tu dois les tuer dimanche si tu veux faire quelque chose en fin de saison. Tu as leurs attaquants qui se sont réveillés. Je trouve que Kalimundo recommence à mettre un peu des buts et faire des actions à la Kalimundo qu'on avait vu à Lens, avec des frappes un peu soudaines et puissantes. Et Gouiri, là, je trouve, revient quand même bien. Donc, si tu additionnes à ça Terrier et à Paris, fait un gros match Gouiri. Et Stéphane est un peu dans l'optique de les mettre à 2 sur 3. Voilà, le but que met Gouiri. Voilà, donc je pense que c'est en fait tout réside un peu là-dessus. L'équipe joue pour son duo d'attaquants.
Et nous, est-ce qu'on est en capacité normalement de mettre cette équipe sous les ténoirs? Est-ce que le fait qu'ils jouent à 2 attaquants va nous pousser à passer à 5 derrière? Est-ce qu'on va vraiment jouer cette fois-ci à 5 ou c'est juste une blague pour Bamo Meïté? Enfin, il y a des questions aussi. Est-ce qu'on va tenter, est-ce qu'on va laisser Balerdi et Mbemba seuls face à ce duo d'attaquants? Il y a pas mal de questions. Mais après, effectivement, défensivement, on peut leur faire beaucoup de problèmes. Et les derniers matchs de Truffert, j'ai regardé un peu en me disant machin, même si Quentin Marlin a été affreux à Villarreal, je me dis, bon, Truffert aurait été tout aussi affreux sur ce match-là. Et ce qu'on a vu de bien de Merlin, je ne suis pas sûr que Truffert l'aurait fait. Là, les derniers matchs de Truffert sont vraiment pas ouf. Ouais, il y en a dans le chat qui nous demandent est-ce que vous signez pour un nul là contre Rennes, où il faut absolument prendre les 3 points pour bien finir déjà avant la trêve et enchaîner après Paris, Nice. Je t'ai répondu. J'ai laissé. T'as trop de retard. Ah oui. T'as trop de retard pour pas jouer ton va-tout et essayer de gagner. Hein. Donc non, je ne signe pas pour un nul. Ouais, pareil. C'est pas de la faute de Gasset non plus, mais il sait dans quoi il arrive aussi. Donc quand il dit je vais faire 100 jours, je vais kiffer, il sait aussi qu'il y a une performance à avoir. Et ces matchs-là, bien sûr, comme tu le dis, il faut jouer vraiment pour gagner. C'est-à-dire que match nul à la 89e minute de jeu, non, mais tu joues quand même encore pour gagner. Tu prends le but, tu perds un point. C'est pas grave, on va dire oui, c'est un point qui va compter parce que Rennes en prend 3 aussi, etc. Mais bon, t'as trop de retard, tu l'as dit. Et cette équipe de Rennes, défensivement, comme tu dis, a matière à faire. Christopher Wu, je sais pas si oui, je pense qu'il va jouer dimanche. C'est un très bon joueur, très bon jeune. Je pensais pas qu'il allait s'imposer à Rennes parce que il fait Nancy en centre de formation, il joue à Lens, mais Lens il s'impose pas vraiment. Et ensuite il est recruté par Rennes. À Rennes, je me dis qu'il va être dans la rotation. Finalement, il est titulaire, il fait une bonne saison, mais c'est quand même un joueur qui a des fois des petites sautes de concentration. Il y a matière à jouer dessus. On parle beaucoup en bien ou en mal ou à raison ou à tort de Balerdi qui peut faire des erreurs derrière. Et là, Christopher Wu et Warmed Omari, que je connais bien aussi, ce sont des bons joueurs, mais des fois qui peuvent perdre confiance, perdre les pédales aussi, et derrière qui peuvent te laisser avoir des petites occasions. Que tu connais. Pas personnellement, mais parce que c'est. Dis-le. C'est vrai, comme c'est un franco-comorien que je suis, donc du coup, je connais ses performances. Warmed Omari, depuis sa grosse blessure, il y a 1 an de ça, il a du mal à revenir. Il y a 2 ans, il était injouable. Il a joué toute la saison, il fait une très grosse année, il prolonge à Rennes. L'année dernière, c'était moins bien. Et cette saison aussi, il est dans la rotation, c'est un peu compliqué pour lui. Explique-moi quelque chose, par contre, parce que c'est vraiment. Je ne comprends pas. Quand on est comorien, on est obligé de savoir ce que font tous les autres footballeurs comoriens ou pas? Parce que j'ai l'impression, entre toi, Azir, qu'on salue tout ça, j'ai l'impression que. C'est comme Marseille. Marseille, tu connais une personne, mais c'est obligé qu'une personne de ta famille la connaît. Quoi. Tu vois, vous avez un réseau social à vous. Comment ça se passe? Vous êtes toujours, tous les Comoriens sont au courant de tout ce que font tous les autres Comoriens. Mais si tu regardes, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je sais pas ce que fait tous les gens de Mazargues ou quoi que ce soit, tu vois, par rapport dans le monde. C'est le genre que je suis, parce qu'en plus, il y avait moyen de l'intégrer dans la sélection. Il y a toujours moyen, mais bon, c'est pour ça que je suis particulièrement pris. Je sais pas si tout le monde suit tout le monde, mais. Si. Mais bravo à vous, c'est bien la bienveillance. C'est une particularité. D'être bien les uns envers les autres. Je dis pas les mariages, hein. Oh, laisse tomber. Voilà. Bravo à vous, c'est bonheur. Bravo. Non, mais ça nous intéresse, hein. C'était intéressant ce petit débat lancé par Romain Canuti. Il y en a beaucoup qui sont d'accord quand même avec vous sur le match sur de Rennes. Non, pas sur la compo, parce qu'on va y passer à la compo et votre compo probable. Mais je vois Forvex notamment qui dit les 3 points sont vitaux. Rennes est une équipe qui ne réussit pas forcément. Tu vois, si tu vas gagner à Rennes, avant l'avant-match de Lille, tu me dis est-ce que tu signes pour un nul? Je te dis oui. Parce qu'on l'a fait le fameux perf à l'extérieur et compagnie, donc on peut se pas. Mais là, effectivement, moi je prends le risque, quitte à perdre, mais de jouer la victoire. Et là, on va revoir quand même le classement préparé par Loïc. Vous nous voyez terminer combien là, à l'issue de cette journée-là, à l'issue de cette 26e journée? Parce que je crois qu'il y a Lens. On a un Lorient-Monaco, Monaco-Lorient. Ouais, bon, mais ça, pas... je crois qu'il y a un Lens-Nice. Et du coup, tu n'es plus très loin de rattraper Nice. Et surtout, Nice, c'est en chute libre. Ouais, voilà, c'est ça, Lens-Nice. Donc oui, il y a cette possibilité-là de voir à Nice encore plus la tête dans le seau. Là. Et il y a un Brest-Lille aussi, à 13h, dimanche à 13h. Ouais. Très, très intéressant. Pas piqué d'un ton non plus. Et Bourbier. Tu l'as placé. Bravo à toi. Voilà. Et les Bourbiers sur Brest-Lille, là, à 13h. Ouais, Donc là, il y a quand même, on peut quand même sortir de cette journée-là avec 2 places en plus au moins, je pense. On va passer en tout cas au coach, c'est nous, et surtout le coach, c'est vous ce soir.
Le C, tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà. Et le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach, c'est nous. Vous allez placer votre équipe, votre 11, celui que vous voulez, hein, pas celui que vous imaginez que Gassev pourrait faire ce week-end, mais vraiment celui que vous souhaitez. Déjà, tactiquement, on repasse sur quoi? Sur une défense à 4, on reste comme contre Villarreal en 3-5-2. Qu'est-ce qu'on fait tactiquement déjà? Déjà, c'est par de là. C'est vrai que là, tu peux. Le schéma a peu d'importance pour moi. Je t'avoue, je suis plus dans l'idée de comment est-ce qu'elle va l'animer que. Ouais, mais ça va avoir son mais après, importance pour choisir quand même nos pour joueurs, choisir les joueurs. excuse-moi. Moi, je reste sur un. 3-5-2. À ce moment-là, je reste sur un 4-4-2. T'aimes bien celui-là, hybride. tu l'aimes bien celui-là. il aime Ouais, bien je l'aime celui-là. bien. Donc tu Moi, prends le je risque d'avoir les hybride. deux attaquants. Voilà, je prends ce risque de jouer le 1 contre 1, sachant que mon numéro 6 pourra venir s'intercaler entre les deux. Est-ce que ça te donne un indice ou pas? Déjà, on en a. Non. Mais peut-être, Attends, on verra. déjà le gardien. Déjà le gardien. On est tous d'accord. Je pense que Pau Lopez est dans les cages de toute façon dimanche. Il n'y aura pas de souci. En défense centrale, non, on va commencer. Tiens, latéral droit. Est-ce qu'on redonne confiance à Jonathan Klaus ou pas, Nordine? Oui. Ouais. Son match d'ailleurs contre Villarreal, t'en as pensé quoi? Il a été comme toute l'équipe, moyen, voire pas bon, mais bon, c'est un international français qui est capable d'enchaîner tous les 3 jours. Donc, si tu le mets pas face à Rennes ce dimanche, je sais pas qui tu mets, je sais pas pourquoi tu le mets pas, tu vois. Tu le mets et en espérant qu'il soit dans un bon jour, comme le reste de l'équipe, mais il n'y a pas mieux actuellement. Murillo qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc ça laisse pas trop d'options. Il reste Bamo Meïté, à qui tu ferais croire qu'on joue dans une défense à 3. Tu fais 4 fois la relance d'un côté, qu'une fois de l'autre côté. On l'a tous vu cette exceptionnel. La défense centrale. Balerdi Mbemba, on retrouve cette charnière qui a bien fonctionné. La base, pour Romain Herring qui avait dit que c'était la base, le Balerdi Chancel Mbemba. À gauche, est-ce qu'on change Quentin Merlin ou Ulysse Garcia? Mais moi, je suis pas dithyrambique sur les performances de Quentin Merlin avant même celle d'hier, mais Ulysse Garcia, c'est un ton en dessous. C'est un joueur qui n'arrive pas à faire une passe vers l'avant lorsqu'il est à peine pressé sur 5 mètres, et je suis gentil. Donc il faudra quand même se créer des décalages à Rennes, et Quentin Merlin est plus à même de le faire. Et après, défensivement, il faudra qu'il donne tout, quoi. Oui, Quentin Merlin aussi. Ouais. Après, je pense qu'il est plus à l'aise en piston. Parce que c'est pas un arrière gauche, hein, quand t'as Marien à la base. Je suis à 2 doigts de te dire on passe à 3 derrière. Débat, pas débat. Non, mais c'est vrai, je suis à 2 doigts de te dire ça parce que l'idée d'avoir quand même 3 joueurs, dont Mbemba et Balerdi, on sait qu'ils aiment bien cette configuration. Je suis chaud de te dire à 3. Après, bon, je suivrai. Gauche. Non, moi, tu restes à 4, Merlin, et je reste à 4. Et toi? Samir, j'ai l'impression que ça te plaît, toi, cette défense-là, pour l'instant. Et moi, je t'avais dit 3-5-2. Oui. Tu veux qu'on change dans la barre comme ça? T'as réussi. Tu veux qu'on change tout? On peut tout changer, dites-moi. Parce que toi, tu préfères mettre un Bamo Meïté là Bamo Meïté, du coup, derrière. Ouais. Ok. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose, en tout cas dans le choix des hommes. Il faut juste faire monter Quentin Merlin et Jonathan Klaus et puis replacer un Bamo Meïté. Ça donne du boulot à Loïc. Merci Samir. Désolé, Loïc. Et merci Nordine. Mais après, tu vois, je dis ça, je vais faire le boulot et tout, mais je suis pas, tu vois, si mes 4, je tombe pas de ma chaise non plus, tu vois, parce qu'il a fait récemment... moi, l'idée que j'avais, c'était d'être à 4 et d'avoir un Pape Gay en 6. Comme il a fait à Clermont ou comme il a et fait, je vois avec un Pape Gay qui, au besoin, peut aller chercher, peut prendre un des 2 attaquants, peut redescendre. Voilà. Attention, il a 2 doigts de me convaincre. Attention, Loïc. Il a 2 doigts de rebasculer à 4, Loïc. Non, mais c'est pour ça que je dis que l'animation est plus importante que le schéma en lui-même. Ouais, c'est pour ça, peut-être dans le choix des hommes, est-ce que vous mettez Meïté dans l'équipe, là, pour l'instant? À 4, non. Donc voilà. Donc on va rebasculer avec Mbemba, Balerdi en base. Loïc, on entend Loïc crier de la régie. Loïc, oh là là. C'est du tableau noir, c'est ça Loïc, les cerveaux fusent là, il faut suivre. Tiens, peut-être je vais prendre aussi la tendance dans le chat. Je pense pas qu'on jouera en 3-5-2. Là, c'est pas vraiment ce qu'on pense, c'est vraiment ce qu'on veut. Après, c'est vrai que ce que tu dis sur Pape Gay, c'est très intéressant parce que Pape Gay, il a réussi à revenir dans l'équipe.
Et finalement, ces matchs sont bons. Je trouve qu'il met de la rapidité dans le jeu. C'était face à Clermont, mais on va dire que Clermont, mais bon, il faut quand même faire le match. Et je trouve que, tu vois, Pape Gueye avait ce problème sur certains matchs ou les récentes années, à être trop lent dans la transmission entre le contrôle et la passe. Et là, je trouve qu'il met du rythme, il met des décalages, il est toujours juste dans son jeu. Défensivement, il fait du bien. Et franchement, la série marseillaise en championnat, il y est pour quelque chose aussi. C'est un joueur qui a su bien rentrer dans l'équipe. Tu vois, parce que tu avais déjà Onana et lui, il n'a pas réussi à bien. Pas beaucoup de défenseurs du 3-5-2 à part Allicator, qui est un peu seul. Ok, donc on reste à 4. Allez, on reste à 4. Allez, je pense qu'on te suit aussi sur Gueye, vas-y. Je te propose donc du coup Pape Gueye Sentinelle. Et devant lui, 2 relayeurs, du coup, qui seraient Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia. Ah, donc on enlève On verra pour plus milieu, haut qui on enlève, mais en tout cas, Harit, j'enlève Harit. Milieu là dans le chat. Qui joue à Clermont? J'ai un doute. Non, il y avait Unai et. Parce que ouais, Unai joue à Clermont. Non, c'était c'est juste pour savoir qui joue à Clermont, parce qu'en fait, j'aimais bien l'animation. Bon, c'était pas le même match, mais j'aimais bien cette espèce de milieu en losange. Une sorte de Gueye Unai, c'est ça, t'avais Gueye Unai. Gueye Unai, putain, on est fou. Oui, il n'y avait pas Kondogbia Verretou. Non, c'était Gueye Unai, Harit, Ndiaye, Aubameyang. Tu peux partir sur, si tu dis à 3 avec un relayeur, tu peux partir sur ce truc-là de losange, tu vois, avec Ndiaye en 10. On verra après, peut-être pour le milieu de terrain, mais si tu pars sur ça ferait. Bon, après, tu auras Aubameyang plus haut, on ne sait pas avec qui, mais tu vois, si tu mets Aubameyang avec Ndiaye, et derrière, tu mets peut-être, je sais pas, tu vois, si tu peux mettre Harit, avec ton milieu, c'est pas mal, parce que je trouve que ton milieu brut comme ça, Kondogbia, Gueye et Verretou, j'ai l'impression que ça manque de créativité, tu vois, j'ai l'impression que. En haut, il faudra l'associer avec des joueurs qui sont plus à même de jouer dans les petits espaces, tu vois. C'est pas faux. Samir, toi, sur le Gueye, Kondogbia, Harit, Kondogbia, Verretou? J'aurais mis Gueye, Harit, Verretou. Tu mets Harit en 10 ou relayeur? Relayeur. Donc tu mets... Nordine, c'est toi qui vas trancher du coup sur la compo. C'est Gueye, toi tu mets Gueye, déjà Gueye, Kondogbia, c'est sûr? Ben non, au final, c'est Verretou, Kondogbia, c'est sûr que je mets. Et après, c'est soit Gueye, soit pas Gueye. Gueye est très bon en championnat. Ouais, je commence comme ça. Ouais. Je commence comme Romain. Ouais. Donc on va suivre la compo de Romain. Désolé Samir. Peut-être qu'il y aura un Minarit un peu plus haut, on ne sait pas. Je travaille avec Harit. Gueye, non. Gueye, voilà, en point de basse, c'est Kondogbia, Verretou un peu plus relayeur. Et après, le trio d'attaque. Là, il y a du choix. Il y a du Moumbagna qui n'a pas joué. Il y a du Aubameyang qui a fait qu'une mi-temps. Qu'est-ce que vous faites là, Nordine? Je te lance là-dessus. Mais moi, il faut que Ndiaye joue dans l'axe. On a tressé des louanges pendant 2 semaines en disant c'est magnifique, Gassé, exceptionnel, il a remis dans l'axe. Si c'est pour le mettre sur un côté, ça déstructure tout et au final, c'est pas cohérent avec ce qui se dit, avec ce qu'on pense, je pense, nous 3. Donc Ndiaye doit jouer dans l'axe. Soit tu pars avec Ndiaye en 10, comme je disais, et Aubameyang, soit tu pars avec Harit en 10, Ndiaye et Aubameyang devant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aubameyang. Bon, mais Aubameyang, déjà, c'est réglé. Déjà, ça, c'est sûr. Ouais, tu mets sur Aubameyang. un peu plus. Tu le mets plus haut. Après, parce qu'à 3 devant, tu mettrais. Est-ce que tu mettrais pour moi, il y a Aubameyang à gauche, Ndiaye et Ismaïla Sarr. Et donc, du coup, ça fait espèce de. Comme on dit. C'est Harit qui, entre guillemets, en fait les frais, mais je le vois bien rentrer en cours de partie. C'est pas... Après, c'est la compo que tu souhaites. On ne sait pas forcément ce qu'il va faire. Après, là, tu rentres dans ce que tu dis, toi, c'est-à-dire le choix des hommes te fait croire qu'Aubameyang et Ndiaye va rester en pointe et Sarr, mais ça peut te faire l'espèce de losange, où Ndiaye va décrocher et Aubameyang et Sarr vont animer, on va dire, plus haut sur le terrain avec des appels en profondeur. Là, on rentre dans l'animation où même si ça ressemble à une espèce de 4-3-3, ça peut ressembler à un losange où Ndiaye complète le milieu de terrain. Ouais. Donc on part sur ça. Aubameyang, Ndiaye et Ismaïla Sarr sur un côté droit. Donc c'est Harit qui en fait les frais là, de cette composition d'équipe concoctée par Romain, Nordine et Samir. Voilà, la compo, elle a quand même fière allure. On va la voir à l'écran. J'attends que Loïc termine de mettre Ismaïla Sarr. Merci Loïc. Voilà, elle est pas mal cette compo avec Gueye, Kondogbia, Verretou au milieu. Ça manque peut-être de créativité, on verra en tout cas. Mais attention, quand je dis ça, c'est désolé, j'ai l'impression de trop en faire, mais quand je dis créativité, pour être plus précis, c'est ça manque de joueurs qui dans des petits espaces est capable un peu de se retourner comme le fait Ndiaye ou le bon Harit ou le bon Unai, tu sais, le joueur qui, c'est dur, tu as 2 joueurs qui te pressent, boum. Pape Gueye, attention, techniquement, il est bon. Franchement, ce qu'il fait récemment sur les passes, sur la qualité de passe, mais sur le jeu, je te parle pas des passes, mais sur le dribble tout simplement, le dribble dans les petits espaces,
je trouve pas que pas son Veretout et Kondogbia, ce soit leur jeu de le faire. C'est juste ça. Bon, en tout cas, elle est belle et on verra si c'est ce que Jean-Louis Gasset va faire s'il nous écoute. Ça pourrait être la bonne compo pour la victoire contre Rennes. On va passer maintenant aux questions-réponses pour cette 4e partie. Les questions-réponses que vous nous avez posées sur lefosséen.fr, j'en prendrai également sur Twitch. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Là, vous êtes en plus très nombreux à être connectés. Donc ça, c'est top. On est bien ensemble, surtout quand l'Olympique de Marseille va bien. Bonsoir le Talk, c'est Marco 1334 qui nous dit ça. Bonsoir le Talk. Savez-vous pourquoi Mumbagna n'a pas joué? Ça, c'était un peu la surprise d'hier soir. Parce que tu fais un choix de doublette offensive dans un match de gestion et tu as choisi une autre doublette. Je trouve que moi, je ne sais pas. À la base, comme ça, je l'aurais mis titulaire. Ça faisait partie des joueurs. Est-ce que tu as l'impression que Gasset kiffe le profil? Désolé, je te coupe, mais ça va rentrer dans ta réflexion parce que depuis que Gasset est arrivé, au final, il ne joue pas. Il a joué une fois titulaire, mais depuis. Ouais, moi, je trouve qu'il est quand même bien. Je suis très content, moi, de l'avoir dans l'effectif. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de place. Là, en fait, au début, je suis déçu de ne pas le voir hier. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette compo sans attaquant? C'est bizarre. Mais au final, quand je vois le travail que fait Iliman Ndiaye avec le repli côté gauche et quand je vois ce qu'a apporté Ismail Assar avec la profondeur, je me dis, je comprends pourquoi il n'a pas joué. Et ensuite, à la mi-temps, tu changes ce duo pour un Harit Aubameyang voilà, très complémentaires qui se connaissent parfaitement. Donc, je me dis, je comprends aussi. Donc en vrai, je pense que Gasset, il aura aucun mal à faire comprendre ça à Mumbagna sur ce match-là, même si c'est frustrant pour lui parce qu'il passe après tout, mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui arrive. C'est pas non plus Arkadiusz Milik quand il débarque de la Juve, donc c'est aucun souci. Par contre, j'ai revu, désolé que Riolo en a remis une petite couche sur Mumbagna. Alors, c'était gratuit. Il faut comprendre, je disais avec le truc de la table et tout, on passe beaucoup d'heures ensemble, donc c'est bien qu'on ait une sitcom, qu'on ait comme ça des petits points de repère, des running gags, des trucs dont on reparle émission après émission. Bon, lui, il a choisi de taper sur Mumbagna à chaque fois en mode revenge. Revenge ou revanche. Parce que normalement, il y a un autre adjectif avant, mais là, on ne va pas l'utiliser. On n'est pas sur ça. Mais je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Et même de son côté, je trouve qu'il n'a rien gagné. J'ai envie de dire, laisse-le tranquille, Mumbagna. Il a mis une story, c'est même pas ce que tu as dit. Il n'a pas les mêmes codes, les mêmes références que toi. Il n'a pas ton âge. Donc lui, son rapport au rap, à la musique et compagnie, machin, c'est pas le même que toi. Ça se trouve, on sait comment c'est le football, c'est son community manager qui a mis un truc, ou le petit neveu, machin, tout ça. Enfin, donc, de prendre ça personnellement et compagnie, j'ai envie de dire au contraire, sois juste content, tu es érigé comme une référence. Les gens pensent à toi, c'est déjà bien. Et puis c'est un super morceau en plus. Ah ouais. C'est vrai ou pas? Dolce Camara, c'est un bon morceau. D'accord. Voilà. En plus, c'est sincère. En plus, non, il le pense. Non, mais je sais que tu connais des gens qui écoutent du rap. En tout cas, il est dans la bonne mentalité. Les quelques minutes qu'il a joué, donc c'est pour ça que les supporters veulent le voir, parce que les quelques minutes qu'il a joué, comme le dit Romain, il n'y a pas un scandale qu'il ne joue pas, qu'il joue peu. Mais ce qu'il a, tu vois, je parlais de joueurs qui, sur le peu de temps de jeu, peuvent faire une différence ou peuvent un peu mettre un truc positif dans la tête de l'entraîneur. Lui, le fait. À Clermont, il a fait. La fin de match à domicile face à Nantes, il se crée quand même des situations, il doit faire un meilleur choix. Mais il existe quand il rentre, il est présent, il a des situations. Pour le peu de temps qu'il joue, franchement, c'est pas mal ce qu'il fait. Il vient d'arriver, il a été décisif, il n'a pas fait que des bons matchs, mais il a montré qu'il avait des qualités. Donc laissons-le s'adapter un petit peu à tout cet environnement-là. Il est à Bodo Glimt, hein. C'est notre... Tout ce qu'il fait ici, il y a un autre écho que quand il était là-bas. Donc non, j'ai pas d'inquiétude. Tiens, tu parlais des petits rituels un petit peu de l'émission. Il y a Smokanabic qui nous pose la fameuse question du tu préfères. Tu préfères que l'on batte Rennes avec Aubameyang qui sort sur blessure, ou perdre à Rennes avec un effectif au complet à la reprise et pour toute la fin de saison? On perd. On perd à Rennes. Malheureusement, Aubameyang a pris une importance dans l'effectif qui est telle que tu ne peux pas te permettre de finir la saison sans lui. En vrai, si le fameux, tu as tout l'effectif jusqu'à la fin de saison pour tous les matchs et compagnie, pareil, j'ai vécu le Drogba blessé, moi.
Donc, je prends tout l'effectif à 100% jusqu'à la fin. D'ailleurs, en parlant de blessés, il y a Spider Fromars qui nous demande le retour de Rongier à un niveau acceptable, c'est pour quand, selon vous ? Après la trêve, normalement, il doit retrouver l'entraînement. Maxence Vogt me disait qu'il pourrait reprendre à 100% après la trêve. Pour lui, il n'était pas inquiet. Est-ce que vous êtes inquiet quand même sur la reprise de Rongier ? Moi, je suis inquiet quand le joueur communique pas ou peu. Je sais pas si tu l'entends comme tu l'entends. Je sais pas, moi, c'est des choses qui m'inquiètent. Ça veut dire qu'il ne donne pas un objectif officiel. Ça veut dire pas de nouvelles, mauvaise nouvelle. Tu vois, à l'inverse de pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc je sais pas, j'ai pas d'informations, donc je vais pas parler pour parler. Non, mais il faut des sensations. Et ouais. Il faut des sensations. Et à ce niveau-là, l'entraînement, ça suffit pas. Il faut des matchs, il faut des réceptions, il faut des trucs où tu le mettes vraiment à contribution, ton genou, mais j'ai envie de dire toute ta jambe. Et les sensations, elles peuvent être différentes. Tu peux avoir l'impression que le truc, il a été monté différemment alors qu'il n'y a même pas eu tu vois, une grosse intervention. Bon, bref, c'est assez complexe. Tu préfères être qualifié en LDC, en Ligue des Champions, et garder Correa, ou être qualifié en Europa League et donc le rendre ? C'est une question de El Paseo. Quand même. Tu le gardes. Tu te qualifies. Hein. Oui. C'est quoi l'option ? Rappelez-moi l'option. Tu te qualifies en Ligue des Champions. Ouais, mais Tu termines l'option d'achat, pardon. C'est mais c'est beaucoup d'argent. Hein. Le montant, c'était combien ? Je crois de mémoire que c'était un 20 millions. Hein. C'était une dinguerie comme ça. Ah ouais. C'est hallucinant. Ouais, c'est bien négocié. Après, l'Europa League, cette année, c'est quand même une compétition relevée. C'est bien, après, il y a des grosses équipes. Hein. On peut pas non plus. Parce que j'allais te dire que les 20 millions, tu les rentabilises avec ce que tu gagnes en Ligue des Champions, mais bon, si c'est 20 millions, c'est beaucoup quand même. C'est peut-être 10 millions. Je me suis peut-être enflammé. Ouais. Loïc nous ressort les archives. Alors si c'est 10, c'est la félicitation. C'est bon. Non, mais t'hésites pas. Tu le prends et puis tu le feras. Tu le prêteras. Parce que je ne le vois pas faire 2 saisons chez nous comme ça. Décidément, on est sur beaucoup de tu préfères. Il y a Zach Ozak qui nous pose la question. Tu préfères gagner contre Rennes et Paris, mais perdre les 2 matchs contre Benfica ou l'inverse ? C'est pas évident. Hein. En fait, gagner les 2 matchs contre Benfica, j'ai envie de te dire une courte défaite. Vu comme ça, oui. Alors que dans la balance à côté, tu mets 2 victoires en championnat qui du coup sont importantes parce que 6 points et dont 3 contre un concurrent direct. Il y a une question, c'est pas trop en rapport avec l'Olympique de Marseille. C'est juste un tu préfères sur la société. Non, c'est sur le rachat. Tu préfères Avélie Castera ou Déa Castera est blessé toutes les 10 minutes. Ou Bélouvé qui reprend le poste en difficulté. Tu imagines les mecs. Tu préfères la veste en cuir de Slim ou la veste de Wagen ? Non, quand même, la veste de Wagen, c'est plus mythique quand même. Non, je voulais poser. Tu peux pas, toi, mettre la veste de Wagen. Pardon. C'est Nico Amskas qui nous pose cette question-là sur Rodolphe Saadé. Qu'est-ce que ça peut changer son rachat de BFM RMC ? Je ne sais pas si vous avez suivi l'info. Je serai dans l'after lundi, mardi, mercredi. Non. Après, ça, c'est vrai que c'est. Non, mais il y a eu beaucoup de fantasmes sur CMA, CGM et compagnie. Et on oublie en fait que c'était totalement au bénéfice de la société. Parce que c'est ces fantasmes-là aussi de c'est une entreprise super puissante, c'est les leaders d'eux, c'est machin. Et tous ces fantasmes concourus ils ont la possibilité, ils peuvent racheter ça, qui en fait c'est de la publicité pour zéro pour l'entreprise. Hein. Et donc eux, en étant simplement sponsor maillot, ils ont beaucoup plus de retombées. Après, ça va changer peut-être pour Patrick Drahi. Oui, alors peut-être que ça va changer, mais je sais pas si je vais vraiment me prononcer. Voilà, je pense que c'est d'une certaine manière, c'est aussi un peu mon employeur. Ce sont des cas, on est deux. Ce sont des cas. Non, mais ce sont des cas assez complexes et honnêtement, il faut vraiment s'intéresser aux médias pour comprendre que c'est un gros rachat en tout cas. Et après, pour la suite de CMA-CGM, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça
ça prend de l'ampleur parce qu'ils auront le groupe BFM avec BFM TV, BFM Région, RMC Story, les chaînes. Et plus ils ont toujours les 10% de Brut et d'M6. Donc du coup, c'est un groupe qui continue de grandir. Mais ouais, c'est vrai que c'est un gros rachat. Avec le Why Not Media, la filiale qui rachète Altis, du coup, Média. Mais en fait, c'est peut-être aussi plus une opportunité. Il n'y a pas un plan. Regardez là ce qui se passe, par exemple, sur les droits TV avec Amazon, il y a 3 ans. On a vu Amazon racheter une partie de la Ligue 1, on s'est dit waouh, en fait, ça y est, Amazon, en fait, ils ont un plan, ils ont un truc, ils vont. Super League. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, c'est juste, il y avait une opportunité financière, ils l'ont pris, ils ont fait le truc. Je trouve qu'Amazon, d'ailleurs, soit dit en passant, a plutôt bien fait les choses dans la couverture et de la Ligue 1. Mais en fait, après, ils réfléchissent et ils ne vont pas faire n'importe quoi. Là, si on regarde bien, CMA-CGM devient sponsor de l'Olympique de Marseille à la suite d'un désistement pour cause de faillite du sponsor précédent qui était Cazoo. Ils ont racheté la Provence à la suite d'histoire et cédé par le propriétaire précédent où il y avait une bonne opportunité. Et là, voilà, vu les histoires de Patrick Drahi, notamment avec le gouvernement et puis ces autres sociétés à travers le monde, c'était encore une bonne opportunité à saisir. Donc je pense qu'en fait, c'est juste des gens qui sont plutôt très bons dans la négociation et dans l'opportunité. Dans les affaires, il ne faut pas être pressé, il faut savoir saisir les coups. Et qu'ils prennent ça sur un truc, ils vont savoir faire, et puis après, ils vont faire d'autres choses. Très bien, merci pour votre réponse les gars, parce que ça c'était quand même un sujet que je voulais aborder avec vous. Il y a deux petites dernières questions là dans le chat. Rochik qui nous demande, est-ce que s'il y a une défaite ce week-end, vous croyez encore à une qualification pour la fin de saison, pour une Coupe d'Europe? Après pour une Coupe d'Europe, oui, parce que personne n'arrive à enchaîner les victoires et tu auras encore des petites confrontations. Après si tu me dis pour le top 4, une défaite t'éloignera, et c'est basique, mais bon, une défaite t'éloignera, mais pas définitivement dans ce championnat. Tu as de la chance que c'est un championnat qui est un peu, qui on va dire avance regard, t'es à 6 points. Ouais. T'es à 6 points, c'est-à-dire c'est toujours pareil, tu perds, Monaco gagne, Lille gagne, là t'es mort, mais ça dépend des résultats aussi. Donc, par rapport à ce que tu dis, Slim, il faut regarder en fait tout à droite et les petits points verts. Tu vois que les petits points verts sur les 5 derniers matchs, tu as Brest qui en a 3, tu as Monaco qui en a 3 et tu as Marseille qui en a 3. C'est tout. Donc en fait, ça veut dire que toutes les autres équipes, ça laisse beaucoup de force en route. Donc il y a des chances que ça continue encore comme ça, peu importe toi, ton résultat à Rennes. Ouais, et il y a El Paseo qui nous pose une question sur la prolongation de Nadir. Qu'est-ce que vous en avez pensé là, de la prolongation de contrat de Nadir, Samir? C'est classe. Ouais. C'est classe parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire et c'est bien de ne pas laisser un jeune joueur en galère. Après, sur les qualités des joueurs à l'issue de son retour de blessure, honnêtement, bien malin celui qui pourra le savoir, mais je trouve que c'est plutôt classe de le faire. Non, c'est bien, c'est un très bon signal, il a raison. C'est classe, c'est aussi intéressé. C'est-à-dire que Nadir... Non, mais il faut c'est juste expliquer. Oui, il est représenté par un conseiller qui est quand même assez important et qui a des joueurs dans son portefeuille bien plus... J'ai pas cette info. Okay. Non, mais c'est aussi là où c'est malin et bravo à l'Olympique de Marseille, bravo à Pablo Longoria. Tu prolonges un jour comme ça, tu fais un geste, tu sais très bien, t'inquiète, elle va tenir. Il n'y a pas de problème, je vais l'amener à bon port. Okay. Mais oui, il y a des bruits, effectivement. Mais je pense qu'un joueur comme Nadir, tu le prolonges, tu fais ce geste-là, tu entretiens aussi ta bonne relation avec son conseiller qui a des joueurs plus importants, pas que dans ton effectif, dans son écurie et qui peuvent peut-être t'intéresser sur les prochains mercatos. On ne sait pas. Et de manière brute, c'est un bon joueur, c'est un bon jeune. C'est un bon joueur. Ouais. C'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est... Non, mais tu vois... Si tu dois connaître des Comoriens à son poste qui sont meilleurs. Non, il y a des joueurs meilleurs, mais après, voilà, il faisait partie de l'effectif, il devait s'entraîner sérieusement, je pense. Et après, au niveau des matchs qu'il a fait, c'est vrai que des fois, on s'attend à mieux, mais tu le prolonges, tu le mets dans le groupe et tu regardes s'il y a matière à faire quelque chose. Mais j'en ai pas un mot de ce qu'a dit Romain. J'en profite. On a Nordine avec nous. M m'a dit... Ah ouais. Qu'est-ce que... Parce que du coup, tu dois connaître... Là, il revient de blessure. Ouais. Et moi, c'est un jeu que j'avais vu en préparation, donc un jeune défenseur à l'Olympique de Marseille. L'an dernier, on se disait, tiens, pourquoi pas, peut-être ça pourrait être lui le 6e central dans notre défense à 6, si on ne fait pas de ça. On ne l'a jamais vu. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance ou que ça va faire du cabardin, tout ça, ou au final, ils sont obligés de partir? Je pense que... je vais vraiment répondre de manière pragmatique. Il faut qu'il revienne de blessure, qu'il retrouve un niveau. Cette saison, ça va être un peu compliqué. Et ça va se jouer sur l'année prochaine. Il lui reste une année de contrat pro, c'est-à-dire cette saison plus la saison d'après.
Et je conseillerais aux joueurs, et quand je dis je conseillerais, c'est-à-dire comme tous les jeunes de l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas s'entêter. Si la porte est fermée, il vaut mieux jouer, être titulaire en Ligue 2 que vouloir absolument vouloir être titulaire à l'OM, qui ensuite, si tu es en fin de contrat à l'OM, et qu'ensuite c'est bien pour les clubs, mais c'est mieux aussi de jouer. Si tu pars en ayant une saison de Ligue 2 dans les jambes, c'est toujours mieux. J'espère fortement qu'il va essayer de faire le Sparagna, tu vois, de cette saison, c'est-à-dire des bancs quand il manque un peu du monde, et Sparagna n'a pas joué, mais de temps en temps, s'il peut rentrer, ça serait pas mal. Mais est-ce que j'y crois ou pas? Honnêtement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok. Et par contre, le joueur, je le connais très bien, je finis sur ça, est très sérieux. C'est pas un joueur qui s'enflamme, il est de nature tranquille, il a un entourage vraiment calme. Et du coup, c'est quelqu'un qui a le caractère, en tout cas, le caractère d'un jeune qui peut potentiellement s'imposer à l'OM, parce que justement, il a la tête froide malgré tout ce qu'on peut voir sur les jeunes de l'OM, où c'est un peu, c'est pas facile, on va dire. Déjà, faudra qu'il retrouve aussi les terrains, son potentiel aussi physique ça. déjà. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, de cette émission, de cet avant-match, de ce débrief également de Villarreal-OM. On se retrouve demain déjà. Suivez la conférence de presse d'avant-match, d'avant Rennes Olympique de Marseille. Ce sera évidemment Jean-Louis Gasset. Et on aura également, vous savez qui est en conférence de presse demain? Luis Enrique. Luis Enrique, la surprise de la liste un petit peu de la liste de l'OM en Coupe d'Europe. On l'a pas cité dans l'OM, c'est nous. Quand c'est nous, on l'a pas. Quand tu as dit Luis Enrique, j'ai regardé sa vierge, j'ai cru qu'il s'est dit mais pourquoi ils vont mettre le coach de l'OM, le coach du PSG dans la même conf? Et du coup, il s'est dit ah non, t'as une seconde de doute. Toi, t'as une seconde, tu te dis mais même moi aussi, je suis tombé. Tu sais, c'est comme quand nous on avait un Adriano. C'est vrai. Et puis c'était pas le bon. Ah non, c'était pas le bon. Il y en a eu beaucoup. Comme on avait un Chirou et c'était pas. Après on a eu le bon, mais au début on n'avait pas le bon. Bon, enfin. Oui, c'est vrai, le Chirou aussi. Mais donc ce sera Luis Enrique en conférence de presse, et puis évidemment dimanche à 16h05, prise d'antenne. 4 heures de direct, il y aura Romain Canuti encore une fois avec nous, on aura Romain Herring, il y aura du beau monde, vous serez peut-être à Rennes pour suivre ce match-là? Non, je ne suis pas le match, je suis à la maison. Bon, pas très bien, vous allez être tranquillement, pas de déplacement non plus pour ça. Torse nu dans le virage. Torse nu chez moi peut-être. Bon, c'est déjà très chaud. Ça ne nous regarde pas après ce qui se passe chez Samir. Merci à vous tous dans le chat de nous avoir suivis. Merci à Loïc à la réalisation qui a été encore énorme, qui nous a concocté cette émission. Merci à toi Nordine et merci à Samir de votre présence. Merci à Romain Canuti. Merci. Voilà, il faut remercier tout le monde. On est heureux en plus en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Passez un bon week-end et on se dit à dimanche. Ciao, ciao.